Si je vous dis béton, énergie, bâtiment, vous allez me répondre Bouygues Construction. Eh bien justement, aujourd'hui, nous recevons Julien Ricard, responsable de l'université de Bouygues Construction. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Comment forme-t-on un groupe de plus de 60 000 collaborateurs, avec des expertises ultra techniques et des équipes aux quatre coins du monde? Eh bien justement, j'ai envie de poser quelques questions à mon invité. Alors, bonjour Julien. Bonjour Béatrice. J'ai une première question pour toi. Les auditeurs l'ignorent peut-être, mais tu as un parcours très riche. Alors, avant de commencer à le décortiquer en détail, je voulais d'abord te poser une première question un peu surprenante. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Quand j'étais petit, Tout petit. je voulais être centonnier. Centonnier? Oui. Ça, c'est original. Je voulais créer des petits personnages de crèche. J'adorais cette période de l'année. Je suis provençal, comme mon nom l'indique peut-être. Et je me suis rendu compte, dès l'âge de raison, que c'était un métier extrêmement saisonnier et qu'il allait falloir que je me réoriente. C'était peut-être ta casquette créative qui s'exprimait déjà? Oui, voilà, l'idée de mettre en scène un paysage avec des humains au cœur de ce paysage, une nature maîtrisée peut-être, Ouais. et puis construire une histoire. Excellent. Et alors, du coup, après, tu as suivi le chemin de la raison, puisque je vois que tu as fait quand même des très belles études. Tu peux nous en dire plus? Oh, c'est très gentil de dire ça. Ben oui, le chemin de la raison a été aussi un peu par hérédité, de faire Sciences Po, plutôt une orientation au service public au départ. Et puis, les hasards de la vie m'ont mené à avoir une première expérience dans l'audiovisuel public. Donc, à l'époque, la 5e. Ah oui, on appelait ça les 5e, oui, c'est vrai. Voilà, qui était animée par Jean-Marie Cavada et qui avait une belle mission. C'était la télévision du savoir, de la formation et de l'emploi. Ah, c'était déjà tout un destin, quoi. Et tu vois que le fil rouge a commencé à se tracer à ce moment-là. Et alors, je reviens juste un petit peu sur tes études Sciences Po. Du coup, tu disais, par hérédité, tu avais déjà de la famille qui avait un peu suivi ces... Oui, voilà, les sciences humaines en général. dans ma Et famille. qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation? La diversité des approches, la capacité à se documenter et prendre la parole sur un problème et construire un discours élaboré dessus. Excellent. Donc, C'était pas encore à l'époque de Richard Descoings? Non, je comprends. ah non, à l'époque, il était étudiant, mais je l'ai retrouvé quand je suis retourné travailler à Sciences Po. Ah, est-ce que tu es passé par Sciences Po? Attends, il va J'ai- falloir que tu me racontes. Ah oui, Commençons déjà par ta première expérience sur la 5e. voilà. Raconte-moi. Alors à la 5e, auprès de Jean-Marie Cavada, on avait des ambitions un peu folles. Est-ce que tu te souviens du bruit que faisaient les modems dans les années 90? Ça me rappelle quelque chose, un bruit désagréable. Ok. On avait l'ambition folle de distribuer des programmes de télévision à la demande, via Internet, à des écoles, à des centres de formation, à des lieux d'insertion. Et cette banque de programmes éducatifs est l'ancêtre des programmes éducatifs qu'on a vus sur France 4 pendant le confinement, par exemple. Excellent, c'était un peu comme la VOD. Oui, c'était les ancêtres de la VOD avec un petit modem RTC et on utilisait des cartes satellites dans les ordinateurs pour que pendant une nuit entière, tu reçoives 12 minutes de programme. Excellent. Et comment t'es passé tout d'un coup de la 5e à une expérience ensuite dans le learning? Qu'est-ce qui s'est... Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au bout de quelques années, j'ai été rattrapé par mon école, par mon réseau professionnel. Ils m'ont dit, mais viens, ton expérience dans les médias, dans l'audiovisuel nous intéresse. Ton expérience dans le multimédia éducatif, même si ça s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque. On parlait des TIS. Ça doit rappeler Ah oui, quelque ça chose aux explique plus les seniors technologies de d'entre nous. l'information Oui, et de la technologie et de communication l'information, de la communication pour Oui. l'éducation. Ça, Voilà. les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, vraiment. On est dans la seniorité, là. Mais donc, rattrapé par mon école qui me dit, viens nous aider à réformer la scolarité, à transformer l'école en master, puisque c'était une école qui est passée de 3 ans à 5 ans, Ouais, effectivement. accompagner son internationalisation. Et j'ai pris en charge différents portefeuilles pédagogiques, les études et la stratégie marketing, le management des médias. C'est l'époque où Richard Descoings a créé l'école de journalisme, avec le développement de partenariats internationaux pour toutes ces formations. Oui, c'était le début du grand rayonnement de Sciences Po. Hein. Voilà, et de son internationalisation, de sa diversification inclusive. Ouais. On parlait déjà d'inclusion à l'époque? Oui, c'est le début des conventions d'éducation prioritaire pour Avec les ZEP. l'accueil des ZEP. Ah oui, effectivement. Donc un vrai Big Bang. Et ensuite, du coup, tu continues dans le monde de la formation parce que je crois que tu as rejoint Learning Tribes, c'est Voilà. pas ça? Après un passage finalement à l'Executive Education de Sciences Po, Ouais. dont je me suis occupé des programmes pendant 2 ans, je suis
je suis parti finalement faire ce métier de formation pour adultes dans différents organismes de formation. Tu as oublié une toute petite expérience, mais qui est, moi, super stimulante. C'était un petit cabinet, un petit spin-off du BCG qui s'appelait Act One, avec Brice Chalamel, qui maintenant bosse chez Google aux États-Unis. Et finalement, c'était une expérience très marquante pour moi, parce que j'ai appris beaucoup de compétences de design thinking, de créativité collaborative, des méthodologies qui me servent encore aujourd'hui dans mon boulot d'ingé formation, d'ingé pédagogie. Et là, ce passage chez Act One, tu le situes en quelle année à peu près ? 2007-2008. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle de design thinking, effectuation, lean startup, alors que dans les réalités, ça date pas d'hier. Ah non, ça date pas d'hier. Et à l'époque, on se basait aussi beaucoup sur des méthodologies, issues du Kaizen ou issues même du Fordisme, mais on apprenait aux entreprises comment rendre leurs équipes plus collaboratives et plus créatives. Excellent. Et ensuite, Learning Tribe, tu as raison. Ouais. Mais donc, en fait, avant d'arriver chez Learning Tribe, tu avais déjà cette double casquette, à la fois finalement très multimédia, avec ton expérience à la 5e, et puis en même temps une expérience plus consulting, avec des méthodologies super rodées. Et là, tu décides de franchir le pas et de passer vraiment côté production de formation. Exactement. Et là, la 3e casquette qui est gérer une business unit, offrir des services aux entreprises en assurant une efficience et une frugalité et une économie qui fonctionnent. Ça sent bon la start-up, ça. Oui, c'était vraiment une start-up, Learning Tribes, quand j'ai rejoint Philippe Rivron. On a travaillé ensemble pendant 6 ans. À un moment donné, on était 3. Et puis maintenant, l'entreprise qui a intégré le groupe Sitel, je crois qu'ils sont plus d'une 30aine. Et puis, excellent. Avec un spin-off aussi, une histoire de déclinaison comme ça et de rencontre. Avec l'entreprise Edflex aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu faisais du coup à l'époque? Du coup, j'étais sur le papier directeur pédagogique. Et du coup, tu sais, dans ce genre d'entreprise, tu fais de l'avant-vente, tu fais de l'ingénierie de projet, tu fais du déploiement, tu manages une équipe, tu recrutes des consultants pour accompagner la croissance de l'entreprise. Donc, ça m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ça me sert évidemment aujourd'hui d'avoir été de ce côté agence, maintenant que je suis plutôt côté annonceur. Et qu'est-ce que tu en retires finalement? Parce que quelque part, là, on le voit, c'est une expérience qui est ultra entrepreneuriale, où tu as les mains dans le cambouis, pas une fiche de poste ultra définie et tu touches un peu à tout. Avec le recul, donc du coup, qu'est-ce que ça t'a... Eh bien, tu sais, Learning Tribes était dans un groupe qui est focusé sur la relation client, l'expérience client. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vision du management de la formation. Je n'ai que ce mot à la bouche tout le temps, ça fait sourire mes équipiers ou mes interlocuteurs. C'est l'expérience d'apprentissage, la learning experience. Et je la considère vraiment comme la façon qu'on a de réfléchir à une expérience client. Tu vois, quand tu es chez un opérateur téléphonique, tout est réfléchi en parcours client. Depuis ton accueil jusqu'à ta rétention, le cas échéant, et comment on va enrichir ton expérience. C'est vraiment comme ça que je conçois, moi, le design et le déploiement des formations. Alors, franchement, Julien, j'adore. C'est tellement rare les gens qui me parlent, tu vois, de rétention, de cohorte, etc. En fait, je me rends compte que tu as une approche très marketing de la formation quand je t'écoute. Grâce à mon passage chez Learning Tribe, dans ce groupe Sitel, dont le cœur de métier était l'expérience client. Et toujours l'expérience. Du coup, à l'issue de ces 6 ans, tu te dis, OK, ça y est, j'ai fait le tour, et tu passes côté grand groupe. Comment ça s'est fait? J'ai pas fait le tour. On n'a jamais fait le tour, mais il se trouve que j'avais dans mon portefeuille client plusieurs grands comptes. Et puis qu'au bout d'un moment, un des grands comptes m'a dit, écoute Julien, c'est vachement bien ce que tu fais pour nous. Est-ce que tu voudrais pas nous rejoindre? Alors au début, j'avais un peu de réticence. C'est toujours compliqué. Faut avoir un peu aussi d'éthique comportementale. Et je dis, écoute, d'abord, on va finir ce que j'ai à faire pour toi. Je dois déployer un truc dans 250 boutiques mandataires et associées. On va faire ça proprement. Et puis, je t'envoie des CV. Et puis, 9 mois plus tard, la directrice de l'académie, Bouygues Télécom, me rappelle en disant « c'est super les CV que tu nous as envoyés. Tu as bien compris ce qu'on cherche, mais en fait, ils n'ont pas passé le cap du dernier entretien. T'es sûr que t'es toujours pas intéressé ?» Et puis voilà, comment ça s'est fait. C'était un moment où le fondateur de Learning Tribe partait vivre aux États-Unis. Donc je me disais, mince, notre relation de travail va changer et tout. Puis
Et puis voilà, j'ai Bravo sauté le pas. à Bouygues, parce que pour le coup, c'est assez rare de voir des transfuges un peu issus du monde entrepreneurial intégrer des structures un peu plus grosses et un peu plus processées, quoi. Ils ont eu un vrai coup de cœur sur toi. Voilà, j'ai eu cette chance-là. En tout cas, visiblement. Et là, du coup, comment se passe ton arrivée chez Bouygues? Parce que du coup, tu intègres d'abord Bouygues Télécom, c'était ça? J'intègre d'abord Bouygues Télécom, Ouais. l'académie Bouygues Télécom, où j'étais dans une zone de confort sur les sujets de formation, puisqu'on était sur la télévente, la relation client, l'expérience client, et une équipe qui avait besoin de se renforcer, puisque tu sais, c'est une entreprise très résiliente, Bouygues Télécom, qui maintenant a vraiment une très belle success story, mais qui, de 2012 à 2015, a un peu souffert. Une traversée difficile. Et donc, la formation a été vraiment un accélérateur de la transformation pour reconstruire l'entreprise. C'est ça qui était passionnant. Ça m'intéresse. On peut s'arrêter dessus, parce qu'on sait tous, Bouygues Télécom a eu quand même des moments assez difficiles, que tu évoquais dans l'histoire. Et toi, tu arrives justement au moment où les choses sont quand même très compliquées. Ouais. Ça ne fait pas peur, tu relèves le défi. Et comment est-ce que justement tu fais de la formation? Ça m'intéresse, tu vois, un levier de transformation. Et ça, c'est la chance du groupe. C'est que dans le patrimoine génétique du groupe Bouygues, l'ombrelle Bouygues, l'ombrelle historique, tu as chevillé au corps de tout le monde la notion de progrès humain. Et si Bouygues Télécom est resté dans le groupe, c'est parce qu'à un moment donné, Francis Bouygues a dit, mais l'avenir de mes équipes, l'avenir des hommes et des femmes de Bouygues Télécom n'est pas assuré si on vend Bouygues Télécom par appartement. Donc on reste, on tient le coup, on se transforme, on transforme notre façon de parler à nos clients, on transforme notre façon de leur vendre des produits et services, et on va tenir le coup. Ce pari-là, ce pari humain... Très visionnaire pour l'époque, quand même. Oui, bien sûr. C'est une famille de visionnaires, a permis à Bouygues Télécom de changer sa relation à ses clients dans un univers extrêmement concurrentiel et de prouver à ses clients qu'on était fait pour être ensemble, qui est la nouvelle plateforme de marque. Et toi, du coup, quand tu arrives dans l'académie, quelles sont tes premières missions, Mon premier job, ça a été de redonner une crédibilité pédagogique à une équipe qui venait du terrain et qui avait besoin de construire des savoirs fondamentaux sur c'est quoi la formation, pour pouvoir donner du sens à l'action, reconstruire des savoirs méthodologiques de la formation, comment on sépare un design d'un développement, comment on fait l'évaluation après un déploiement, des choses qui s'étaient un peu perdues dans la crise, et de redonner ces compétences-là en interne pour qu'en miroir, on puisse aller en symétrie des intentions, refaire des programmes pédagogiques qui fonctionnent pour les équipes commerciales, les équipes de relations clients et de vente. Très clair. Du coup, toi, Julien, tu es vraiment identifié comme étant monsieur boîte à outils, tu arrives avec ta méthodologie. Je suis au départ le coach pédagogique. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est ce que j'ai en tête. Oui, absolument. Et puis, du coup, ça se structure, le management évolue. Et après, je suis en responsabilité des processus et de la performance formation. Et c'est là que j'ai appris un nouveau truc chez Bouygues Télécom que j'avais un peu moins avant chez Learning. Et c'est toutes les notions autour de comment la data en formation est un outil d'aide à la décision très puissant. Alors là, stop, je t'arrête tout de suite parce que là, pareil, tu me parles de données et ça me parle tout de suite. Une question qui revient tout le temps lorsqu'on débat du learning, c'est finalement quels sont les KPI intéressants. Toi, quel type de data, en fait, tu aimes observer? Est-ce qu'il y a des chiffres que tu te dis, voilà, ça, c'est dommage, c'est souvent sous-exploité? Quel est ton regard un peu sur le sujet? Mon regard, c'est que j'ai pas l'obsession d'un thermomètre très précis. Je préfère regarder les variations plutôt que les chiffres absolus. Okay. 95% de satisfaction ou de recommandation d'une formation, ça ne veut rien dire. Parce que, selon moi, bien entendu, parce que les questions sont ainsi faites dans les questionnaires que tu n'as jamais vraiment envie de dire « bah non, je ne recommande pas la formation à mes collègues ». Bon. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire « bon, ben, dans toute ma gamme de formations, quelles sont celles qui sont à 93,5 et quelles sont celles qui sont à 95,5 ? Quelles sont celles qui étaient à 95,5 et qui sont à 94 ? Ce sont des signaux faibles qu'il faut regarder. Ce n'est pas les valeurs absolues qui m'intéressent, ce sont les variations fines où tu te dis « ah tiens, et ben là, du coup, je vais aller regarder le quali, je vais aller regarder les verbatims. Éventuellement, je vais décrocher mon téléphone et demander à un échantillon de participants ce qu'ils ont pensé de la formation. » Excellent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les valeurs absolues,
C'est les variations de valeur qui m'intéressent. C'est marrant parce que, tu vois, je fais une analogie avec le monde startup, mais en startup, on dit souvent, méfiez-vous des vanity metrics. Tu sais, des chiffres qui flattent un peu l'ego. 100% des collaborateurs. Qui font plaisir, 100%. etc., mais qui, en réalité, cachent d'autres choses, quoi. Ok, je comprends bien ton focus. Et du coup, toi, pendant 4 ans, chez Bouygues Télécom, tu processes, tu te concentres sur la performance, c'est vraiment ta priorité, quoi. Oui, avec une organisation super intéressante, c'est qu'on avait des experts métiers. Au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe, expert métier de la relation client, expert métier de l'assistance technique, expert métier de la vente en boutique, expert métier de la télévente. Et qu'on a reprocessé les parcours de formation, d'intégration des nouveaux collaborateurs. Tu sais, c'est des métiers où il faut maîtriser des tonnes d'applicatifs, plus du discours client, plus être agile pour sortir des processus quand il y a des situations clients à résoudre. Beaucoup de compétences et les parcours d'intégration du coup étaient longs avec du déchet. On a complètement réinventé ça avec une logique d'alternance, une logique de formation en situation de travail et avec des résultats qui sont une meilleure rétention, un meilleur, pour le coup, un meilleur net promoter score, mais du côté client, de la relation client des nouveaux formés. Donc on a beaucoup travaillé sur les processus d'intégration. On a travaillé aussi sur les processus de développement des compétences, beaucoup de soft skills, en utilisant les apports des neurosciences pour être plus agile, faire la bascule cérébrale chaque fois que c'est nécessaire, au lieu d'appliquer directement des procédures qui sont toutes dans la machine. Excellent. Et puis, le troisième processus qui nous a beaucoup challengé sur le digital, c'est comment former massivement tout le monde avec des infos sur embargo, parce que tu as une nouvelle box qui sort, et en fait, il faut former tout le monde en une semaine, et hop, le matin où ça sort, il faut que tout le monde soit capable d'aider, d'accompagner les clients. Là, c'est vraiment des formations en mode commando, quoi. En mode commando et en exploitant pas mal le digital et aussi beaucoup de dispositifs de train the trainers et de cascading, avec chaque fois une task force qui est là pour faire le helpdesk, la hotline de la formation. Attends. C'est beaucoup de mots en anglais. Là, tu m'as perdu en 2 minutes. Réexplique-nous. Ouais. L'idée, c'est que quand tu dois comme ça massivement former 10 000 personnes en une semaine avec des infos sous embargo, tu vas créer ton dispositif le plus près du déploiement. Et donc là, on parle par exemple d'offres, une nouvelle offre de forfait, la nouvelle box, qui va arriver, une nouvelle box, des choses qui sont ultra confidentielles, qui ont un impact sur ton cours de bourse, sur tes concurrents, etc. Absolument. Touchy, quoi. Voilà, vraiment touchy. Donc il y a des vrais enjeux de confidentialité et c'est super excitant de travailler sur ce genre de projet et se dire alors comment on va faire ? On va pouvoir sensibiliser tout le monde avec les outils du e-learning, vidéo learning, capsules de rapid learning, modules plus traditionnels, des infographies, on va utiliser tout ça. Et puis, on va s'appuyer sur un cascading, c'est-à-dire finalement une transmission humaine, département par département, jusqu'aux équipes et jusqu'au support d'équipe. Jusqu'aux opérationnels en boutique, en fait. Et donc, quand tu crées un dispositif de formation, tu en crées 3, parce que tu crées celui des opérationnels, celui de leur manager et celui de ceux qui vont divulguer et disséminer ce dispositif au manager en question. Cascading, je ressortirai. J'ai brillé en société. Et du coup, à l'issue de ces 4 ans, donc on le voit, tu as eu vraiment des vrais défis, tu as exploré une diversité de formats, tu en parlais tout à l'heure sur des cibles différentes, avec des équipes métiers au sein même de ta propre structure. Là, ensuite, tu deviens responsable, du coup, de l'université de Bouygues Construction. La consécration, comment les choses se passent ? Je ne sais pas si c'est une consécration, mais c'est une mission super excitante. Ouais. Mais comment ça se passe d'abord ? Quand tu as la chance de travailler dans un groupe comme Bouygues, eh bien, tu fais des rencontres, parce qu'il y a des instances pour se rencontrer, des comités formation groupe, et puis finalement, on travaille avec le même écosystème de partenaires ou de prestataires, donc on se rencontre dans des clubs clients, des clubs utilisateurs. Et c'est comme ça que, du coup, au moment où mon prédécesseur a pris d'autres fonctions ressources humaines à l'international, eh ben, il m'a présenté à la directrice formation groupe. Et j'ai rencontré Valérie Ferrand, qui a choisi de me donner la responsabilité de l'université d'entreprise. Ça s'est fait de façon très simple, très fluide, et encore une fois, c'est une rencontre. Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ton université ? Parce que je crois qu'elle fonctionne un peu sous le mode d'une vraie business unit, avec son bilan comptable. Enfin, Absolument. C'est une start-up. On est un groupement d'intérêt économique. La seule différence,
et que je ne dois pas dégager de free cash flow, je dois être à l'équilibre. Mais je commercialise mes services aux différentes entités du groupe qui, par ailleurs, sont les membres du groupement d'intérêt économique. Tout à fait. Et du coup, tu as des équipes, comment tu t'organises en termes de... Eh bien, des équipes pédagogiques, des équipes de coordination, formation, une équipe de gestion comptable et gestion contractuelle. C'est vraiment comme un petit organisme de formation. Tous les corps de métier. Les corps de métier de la formation sont tous représentés à la direction formation. Et vous êtes combien à peu près ? On est 14, mais Bouygues Construction University, c'est avant tout une communauté apprenante. Parce qu'on fait appel au marché pour fabriquer des modules de formation, des contenus, ou pour déployer des programmes de formation résidentiels ou présentiels. Mais on a aussi plus de 125 formateurs internes, qui sont des experts métiers qu'on anime et qui contribuent vraiment au programme de l'université. Très clair. Donc 14 dans ton équipe, une communauté et en plus... Et puis 6 training centers internationaux par plaque géographique. Ils sont basés où ? Qui sont basés à Hong Kong, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et puis à Casablanca. Et j'ai un trou de mémoire, parce qu'il y en a un qui est plus informel. Tu sais, on est une entreprise nomade, puisqu'on va aller où nous portent nos chantiers. Et du coup, Bouygues Construction University est aussi une université nomade. On n'a pas de lieu, tu vois, on n'a pas un petit château en banlieue parisienne pour accueillir nos stagiaires. C'est ça qui m'a surpris, parce que je vois souvent, tu parles de l'université comme une université nomade, ça c'est incroyable. Et tu l'évoques, il y en a certaines qui sont incarnées physiquement dans des lieux, c'est vraiment le parti pris. C'est paradoxal avec un groupe comme Bouygues Construction qui est dans la pierre et le béton. Et nous sommes nomades et nous allons où nos chantiers nous portent, comme des compagnons. Excellent. Non, mais c'est super dans l'air du temps. Tu sais, on parle beaucoup des digital nomades qui vont s'installer à droite à gauche en fonction des opportunités. Toi, tu es pareil finalement. Et du coup, comment on fait finalement pour être à la tête d'une université qui est, du coup, on le voit, il y a des training centers locaux, j'entends, mais s'adresser aussi bien à des opérationnels, des managers, des services clientèle, enfin, une cible super hétérogène. Comment tu fais ? Comment tu structures ton offre ? Eh bien, tout tourne autour de cette idée de communauté apprenante. C'est que la gouvernance des programmes, elle est dans les filières métiers. Les filières métiers sont transverses aux entités et aux différents métiers de Bouygues Construction. Tu les as cités tout à l'heure. Et donc, c'est grâce à ça que ça fonctionne pas mal. C'est que moi, je vais être un orchestrateur des orientations pédagogiques groupes qu'on va pouvoir donner en disant on veut aller dans cette direction. En ce moment, on veut travailler sur les sujets d'éthique comportementale, de changer notre culture managériale. Le monde du bâtiment est parfois un monde un peu rude. Donc, on travaille là-dessus. Ça, c'est des orientations corporate. Et en même temps, la filière métier des achats, la filière métier de l'encadrement travaux, la filière métier des commerçants, la filière métier des RH, etc., vont avoir leur propre gouvernance, dire nous, les compétences qu'on veut développer pour les gens qu'on accueille en intégration, c'est ça. La professionnalisation, ça sera plutôt ça. L'expertise, ça sera plutôt ça. Et on les accompagne de cette manière. Donc, tu vois, une organisation un peu matricielle où, bien sûr qu'on est une tête pensante pédagogique, mais surtout, on est un orchestrateur de l'intelligence collective des différentes filières métiers. Très joliment dit. Et Julien, justement, tu évoquais les orientations de groupe. Il y a deux mots qui reviennent régulièrement en ce moment. On parle de prospérité durable. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi est-ce que tu en as fait finalement un des axes forts de vos formations aujourd'hui ? Écoute, parce que c'est un mot que tu trouveras dans la communication de Bouygues Construction, la prospérité durable. On n'est pas une entreprise à mission, mais on est une entreprise responsable et engagée. Et à ce titre, on a pris des engagements forts face au marché, mais face à nous-mêmes, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 30% d'ici 2030. La formation est un formidable accélérateur de transformation. Donc à la fois, on accompagne la direction de l'engagement humain et de l'engagement sociétal sur leurs propres dispositifs de formation qui sont disséminés sur l'ensemble des populations du groupe. Et là, on est en assistance maîtrise d'ouvrage de la RSE. Et puis, nous, notre rôle chez BCU, c'est d'instiller les compétences propres à la culture et à la pratique du bas carbone dans chacun de nos programmes.
Alors ça m'intéresse parce que concrètement, tu vois, ça peut paraître très abstrait. Là, tu t'adresses aussi bien finalement à des opérationnels qui sont sur des chantiers que finalement à des populations de sièges qui sont peut-être en études, en conception. Comment tu fais pour vulgariser la prospérité durable, tu vois? Le mot vulgariser est bien choisi. L'important, c'est de faire simple. C'est de gérer cette complexité avec simplicité et d'être sur le comment. Comment je vais faire pour en parler à mes équipes? De quoi je vais parler? On a des indicateurs. Ces indicateurs, ils sont simples à comprendre. Et on part des indicateurs qu'on s'est fixés. Comment je vais faire pour transformer mes pratiques? Et là, on va travailler évidemment avec des orientations. Je m'excuse pour les anglicismes, on est un groupe mondial. J'allais dire guidelines. Ça va, on comprend. Guidelines, ça va. Ça va. Et du coup, on est sur le comment, et parfois avec du co-développement, comment je vais faire évoluer mes pratiques pour aller vers plus de frugalité, plus de prise en compte dans mes approvisionnements, dans mes chaînes de production, dans mes chaînes de gestion des chantiers, vers une prospérité durable, c'est-à-dire une prospérité responsable et engagée qui prend en compte ces enjeux de réchauffement et de changement climatique. Super intéressant parce que finalement, comme tu dis, l'objectif, c'est pas de rester dans les beaux discours. Non, c'est d'être dans le comment. C'est d'être vraiment dans le comment et que les équipes terrain qui sont en situation peuvent se dire sur des thèmes comme la qualité de l'air intérieur, les certificats. Je suis pas une experte du sujet. J'ai pas et puis l'hybridation des bâtiments. L'hybridation des bâtiments, c'est un terme qui est très à la mode, l'hybridation, mais qui est très juste. Dans les constructions, dans leur conception, dans leur construction, comme dans les usages. Donc, redonner toute sa place au bois dans notre écosystème de construction, c'est une des tendances fortes. Et du coup, il faut reformer, comme tu l'as dit, les bureaux d'études, les concepteurs, et évidemment, un charpentier métal, c'est pas un charpentier bois. Donc, on réapprend des savoir-faire spécifiques. Et justement, tu parles de... Ça, pardon. Ouais. C'est important que je le dise, mais j'en parle parce que ça me passionne. Mais c'est pas Bouygues Construction University qui va s'occuper des formations techniques. Ouais. On a souhaité aussi, tu vois, c'est une orientation de groupe, que les formations techniques, les formations métiers, soient au plus proche du terrain et du besoin des chantiers. Donc, c'est vraiment géré par les responsables de formation des entités. Et pas par le corporate. Parce que l'expertise est vraiment là et qu'elle est ultra pointue, etc. Et donc, typiquement, sur un thème comme par exemple la prospérité durable, qu'est-ce que tu fais, toi, côté université? Il y a des thèmes un peu macro que tu prends ou... Oui, alors ce qu'on fait, c'est que on va faire la première approche, la découverte, la compréhension de notre stratégie. Et là, on va utiliser du digital learning et ça va être diffusé très massivement avec des objectifs ambitieux de former nos 60 000 collaborateurs. Oui, et ensuite, c'est de challenger chacune de mes ingénieries pédagogiques. Tu sais, un programme pédagogique, il tourne 2 ans, 3 ans. Maximum. On est en charge, par exemple, de thématiques pour les potentiels du groupe. Les programmes talents, parfois on les appelle comme ça dans d'autres groupes. Donc, là-dessus, c'est de se dire, OK, est-ce que la transformation de nos pratiques, la recherche du bas carbone, dans les études de cas, dans les présentations, dans les mises en situation qu'on propose à nos participants. Et parfois, il faut challenger un peu nos partenaires pour qu'ils aillent aussi loin qu'on voudrait qu'ils aillent. Et du coup, Julien, est-ce que tu as d'autres... Parce que là, je peux me concentrer un peu sur la prospérité durable, qui est vraiment un des thèmes du moment, et on voit d'autres partenaires aussi qui se positionnent sur le sujet. Est-ce que tu as d'autres challenges actuels auxquels tu fais face, ou tu vois peut-être des thématiques de formation émergentes en ce moment que tu observes? L'autre thématique très forte et qui oriente notre réingénierie pédagogique permanent, c'est le management inclusif. Bien sûr. C'est comment on inclut tous les talents. Et ça va du coup au-delà de la question de la mixité. Comment on inclut tous les talents dans toutes les fonctions chez Bouygues Construction? Comment on est capable de les accueillir, de les faire éclore, et puis de faire bénéficier notre communauté de travail de toutes les différences. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On travaille beaucoup avec la direction de l'engagement humain à ce sujet. Et ça, Julien, chez Cocorian, l'inclusion, c'est un thème qui nous porte vraiment à cœur. Jusqu'où est-ce que tu vas? Parce que tu vois, on voit des sujets en ce moment qui arrivent un peu sur la table, comme par exemple le sujet de l'inclusion LGBTQI+, le sujet du racisme au travail, le sujet des intelligences atypiques, etc.
Toi, comment tu envisages l'inclusion? Est-ce que tu as des sujets où tu te dis, OK, dans les prochaines années, je vais aller sur ces thèmes parce qu'ils sont forts? Tu as cité les bons thèmes. En formation, il faut toujours se poser la question de est-ce que la population cible que tu vas former a la maturité suffisante? Tu sais, il faut être dans la zone proximale de développement de ta population cible. Donc, ce sont des questions qu'on se pose actuellement en se disant qu'avant d'aller sur de la formation, on a encore un gros travail de sensibilisation. Tu sais, les concepts de permission, puissance. Donc, on va déjà commencer par dire que c'est possible d'être différent chez Bouygues Construction. Et ça passe par la valorisation et la mise en place d'autres dispositifs que ceux de la formation, comme notre démarche Speak Up, qui fait que on peut être témoin, se poser des questions, être victime, ou juste vouloir savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller sur les problématiques des agissements sexistes, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Donc, on a une démarche Speak Up qui est vraiment très valorisée pour créer cette maturité-là. Déjà, créer cette sensibilité que oui, dans notre entreprise, on peut être différent. Et donc, accéder par cette démarche Speak Up à des interlocuteurs qui ont la main sur le cœur. On sait qu'ils ont des mails confidentiels qui sont en dehors du réseau. On sait qu'on peut, si on le souhaite, plutôt parler à un tiers qui est un prestataire en dehors de l'entreprise pour savoir est-ce qu'on est victime, est-ce qu'on est témoin, est-ce qu'on est manager et on ne sait pas comment gérer une situation, quelles sont les questions qu'on se pose. Et ça, c'est super important et c'est préalable à pouvoir après faire des formations plus comportementales pour les managers de proximité et les managers. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on le voit, il y a une première étape préalable, finalement, c'est déjà poser les bases d'un cadre commun, vivre ensemble, des premiers poser éléments. Les conditions de pouvoir vivre ensemble cette inclusion avant de se dire on va former les gens. Parce que si tu fais pas bouger l'orga en même temps, la formation toute seule remplace pas l'organisation ou le management. Super intéressant. Il y a des prérequis, on le voit. On y croit aussi beaucoup. Et du coup, tu parlais de management inclusif. Là aussi, finalement, toi, tu positionnes le sujet de l'inclusion à un niveau managérial, quoi. C'est le manager qui est acteur, finalement, de son environnement, qui peut avoir une pratique, finalement, ouverte et bienveillante. Et pour moi, c'est essentiel. On est vraiment en train de travailler sur notre paradigme managérial. Cette année a prouvé qu'on pouvait, sans se voir, continuer à être durablement prospère, sans se voir, continuer à être performant. Et en même temps, ça a créé d'énormes frustrations sur le lien social qui nous a manqué. Cette hybridation de l'organisation du travail, elle challenge beaucoup. Une culture du chantier où on est sur le chantier avec ses équipements de protection individuelle, présents. Et là, du coup, ça nous challenge beaucoup. Cette hybridation, c'est cette problématique qu'on travaille. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est très clair, Julien. Je vois très bien où tu veux venir. Et justement, tu parles un peu du contexte cette année. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre comment toi, tu l'as vécu, comment tes équipes l'ont vécu. Est-ce que ça a changé ta façon de travailler, toi, à titre personnel, ta façon de collaborer peut-être avec tes équipes? Tu es obligé de formaliser davantage l'informel. Tu es obligé de penser à trouver des moments pour recréer du off. Alors, on s'est pas mal organisé. On a un concours de gifs quotidien qui continue. J'adore le concours de et ça marche très, très bien. Tu es obligé de penser l'informel et de lui laisser de la place parce qu'il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus le regard implicite de voir si quelqu'un souffle derrière sa position de travail ou si quelqu'un va bien. Donc, ça demande une attention différente. Et c'est essentiel. Alors, on a essayé d'aider nos managers et nos collaborateurs à vivre cette hybridation du travail en leur mettant à disposition des modules, justement, de e-learning et de vidéo learning qui pouvaient vivre chacun à leur rythme. Parce que ça a beaucoup cassé, évidemment, le rythme traditionnel de la formation. Bien sûr. Et vous êtes basculé, du coup, en télétravail, côté équipe siège. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Alors, là, on est plutôt à se dire, ouf, on va revenir au bureau. Et on est en train, au contraire, de réfléchir à quelle est la bonne dose de présence et de distance. On sait qu'on est tout à fait efficient à distance, mais quelle est la bonne organisation, peut-être plutôt en jour flottant qu'en jour fixe, pour continuer à vivre dans un équilibre vie pro, vie perso qui soit tout à fait satisfaisant,
et s'assurer qu'on continue à faire équipe. Ouais, c'est toute la difficulté, hein, c'est finalement trouver le bon mix finalement entre présentiel et distanciel, et en même temps conserver un peu le lien social en dépit des configurations hybrides. Et du coup, Julien, on parlait un peu justement là, on parle de cette année. Comment tu te projettes sur l'année prochaine, les années d'après? Est-ce qu'il y a des tendances dans le monde du learning où tu te dis, ok, là, ça va exploser? Alors, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, pas de pression. On ne fera pas un bilan l'année prochaine où je te dirais t'as faux. Mais est-ce que tu as des grandes tendances RH que tu identifies où tu te dis, OK, là, j'y crois et j'y vais? Cette tendance de l'hybridation, y compris de l'hybridation de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on va aller en résidentiel, sortir de chez soi, dormir à l'hôtel? Il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui n'aiment pas. Et ben, on va y aller pour vivre une expérience. Et pour vivre une expérience, ça veut dire que les parties d'apport de savoir, les parties de documentation, tout ça, il faut les sortir des séminaires et faire vivre une expérience formation qui soit vraiment plus hybridée. Alors voilà, c'est un vieux mot, le blended learning. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Mais maintenant, ça devient vraiment une réalité. Dire bonjour, tu rentres dans un parcours. Écoute, le prérequis, on va faire un Teams tous ensemble, on va se présenter, on va se parler. OK. Il y aura un starter, un petit séminaire présentiel, on sera tous ensemble parce qu'il faut qu'on partage nos attentes. Et puis, il y aura un parcours avec des apports de formation, chacun à son rythme, et puis de l'appropriation de nouveaux savoirs, du partage entre pairs, des appels de savoir. C'est mon ternaire pédagogique favori, ça. Des appels, un tout petit peu d'apport et beaucoup d'appropriation. Et donc ça, tu le fais en distanciel, avec du asynchrone, chacun à son rythme, et du synchrone pour partager. Et puis, évidemment, à la fin, tu fais une summer school, ou tu fais une Friday class. Tu vois, l'anglais, il est partout chez moi. Et donc, tu réinventes. On est sorti complètement du modèle séminaire de 2 jours. Oui, je comprends. Toi, tu proposes finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Je crois. Je crois. Présentiel. Et pour les gens de formation, c'est vrai que cette année a plus été un accélérateur, un incubateur très rapide de nouvelles solutions. Nous, tu vois, en mai 2020, on avait d'un côté le digital, de l'autre côté des séminaires résidentiels. Et puis finalement, là, on est à 1/3 de nos activités qui ont pivoté vers du distanciel ou du hybride. Et puis on va rester comme ça, parce qu'on s'est rendu compte justement, tu sais, si je te parlais des variations d'indicateurs. Ça me rappelle quelque chose, oui. La satisfaction à chaud des collaborateurs, elle est égale ou supérieure. C'est pas vrai, donc il n'y a même pas de... L'impact à froid, identifié par les managers ou par les collaborateurs, il est égal. C'est dans les verbatim quali que les gens disent « Ah, je regrette, on n'était pas ensemble, on n'a pas pris des pauses, on n'a pas mangé de bonbons ensemble. » Voilà. Sur les indicateurs quanti, leur perception de l'expérience formation et de l'impact sur le développement de leurs compétences et de leurs performances est égale grâce à cette hybridation. Donc ça nous a énormément rassurés. On avait un peu peur quand on a ouvert les premiers résultats dans le Catachot, de se dire mais là, ils vont nous dire que c'est pas du tout la même chose. Eh bien, on a été heureusement surpris. Excellent. La plasticité des apprenants est formidable. Excellent. Et Julien, tu vois, on sait que tu es très au fait du monde du learning. On avait évoqué au tout début ton expérience quasi entrepreneuriale de start-upper, tes années chez Bouygues, enfin Bouygues Télécom, puis Bouygues Construction. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi comment tu fais pour rester à l'affût justement de toutes ces tendances. Est-ce que tu te fais tes revues de presse, là, je rentre un peu dans ta cuisine, hein. Tu Twitter, quel est ton parti pris? Écoute, moi je trouve que l'écosystème des fournisseurs formation est génial. Ils sont très généreux. Donc, je reçois pas mal de newsletters. Ouais. Je sais celles que je vais lire d'un œil, celles que je vais vraiment piger de façon systématique. Ouais. Mais vraiment, ça, c'est ma source principale. Il faut le reconnaître. L'écosystème EdTech, quoi. L'écosystème EdTech est très généreux en webinaire, en newsletter. Ça prend du temps, mais on peut apprendre quelque chose tous les jours. C'est ça vraiment qui oriente et qui affûte ma réflexion et ma vision de la formation pour continuer à développer les bons programmes chez Bouygues Construction University. Excellent. Écoute, on arrive sur la conclusion. J'ai envie de te poser 2 questions un peu plus perso, mais t'inquiète, rien de glissant. Est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué récemment? C'est la question un peu culture générale. Je sais que j'ai pas été sympa, je t'ai pas donné cette question en amont. Si tu me dis je sais pas, tu as le droit de me citer un film qui t'a marqué ou une série Netflix. C'est aussi autorisé.
Écoute, en tout cas, j'ai un bouquin que j'ai commandé, qui va arriver, parce que son titre m'a intéressé. Alors, l'auteur, c'est Yves Morieux, et je ne crois pas le dénaturer en disant que c'est manager la complexité avec simplicité. 6 règles pour être simple en manageant la complexité. J'ai très envie de le lire, on me l'a conseillé, et j'ai envie de le lire ce week-end. Je retiens. Une lecture sérieuse. Et comme ça commence à faire le buzz, parce que ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent, je vais lire ce livre. Ok, on note ça sur notre booklist. Et pour terminer, Julien, est-ce que tu as une devise, une philosophie dans ta vie? Keep it simple and smart. C'est Google, oui, ça? KISS. Ah, KISS, ok. Super acronyme. On le voit souvent sur les réseaux. Oui, moi vraiment, c'est à chaque fois possible. Alors, je le dis souvent en boutade. C'est souvent de la psychologie paradoxale. On est en échange, je dis, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Évidemment, il faut prendre ce contre-pied. Très sympa. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage. Dans cet épisode, du coup, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de performance, de data, d'inclusion et même de concours de GIF. Ça, je retiens et ça va rester. À très bientôt. À bientôt, Béatrice.